Alors, imaginons un peu la situation. Tu as une entreprise qui, pendant genre 30 ans, paye à son partenaire d'affaires la somme astronomique, de 150 millions de dollars par an. Ouais, c'est des montants qui donnent un peu le vertige, c'est clair. Absolument. Et le pire, c'est le pourquoi de la chose. C'est simplement pour avoir le droit d'utiliser son nom de famille. Et grâce à ce partenariat, une franchise entière est née et elle a généré un revenu cumulé d'environ 20 milliards de dollars sur 3 décennies. C'est une vraie machine à imprimer des billets, il n'y a pas d'autre mot. Exactement. Une montagne d'argent colossale. Et puis, un beau matin, ce fameux partenaire s'assoit à la table des négociations, regarde les chiffres et annonce le plus calmement du monde qu'il veut désormais doubler la mise pour continuer à prêter son nom monumental. Et la réponse à ce coup de poker, elle a défini ce qui est sans doute le divorce corporate le plus retentissant de l'histoire du divertissement interactif. Je parle bien sûr de la rupture totale entre l'éditeur de jeux vidéo Electronic Arts, donc EA, et la toute-puissante fédération internationale, la fameuse FIFA. Un séisme dans le milieu, vraiment. Voilà. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, notre mission pour cette plongée au cœur du sujet, c'est de décrypter comment une entreprise a osé tourner le dos à la marque la plus célèbre et la plus prestigieuse du monde du sport pour en ressortir finalement, encore plus forte. Ouais, c'est un cas d'école assez fascinant. Pour imager la chose, c'est un peu comme si un groupe de rock légendaire décidait soudainement de virer son chanteur vedette. Tu sais, le type qui donne son nom au groupe, qui prend toute la lumière sur les affiches, qui signe tous les autographes, mais qui, en coulisses, n'écrit absolument aucune chanson et ne joue d'aucun instrument. C'est une excellente métaphore. Et donc le reste du groupe, lassé de la situation, prend ses guitares, change de nom et s'en va continuer à remplir des stades de son côté. Bon, décortiquons un peu tout ça. Ton analogie du groupe de rock, elle est parfaite. Parce qu'elle pose d'emblée notre cadre analytique. Le vrai sujet ici, au-delà des pixels, des manettes et du gazon virtuel, c'est pas le jeu vidéo en lui-même. C'est quoi alors? L'ego des dirigeants? Ok, pas seulement. C'est la différence fondamentale, et d'ailleurs souvent tragiquement mal comprise par les exécutifs, entre la valeur perçue d'une marque, donc ici les 4 lettres du logo FIFA, et la valeur réelle, concrète, d'un écosystème technologique. Ok, je vois. Tu veux dire ce qui fait tourner la machine derrière? Exactement. Quand on ouvre le capot d'une simulation sportive moderne, la vraie valeur réside dans les données. Les licences individuelles de chaque joueur, l'authenticité de chaque maillot de club, la reproduction au centimètre près de l'architecture des stades. C'est le niveau de détail qui accroche les joueurs. C'est ça. C'est là que se trouve le cœur du réacteur, l'infrastructure qui fidélise. Et non pas dans l'institution fêtière qui se contente d'organiser les grands tournois internationaux tous les 4 ans, tu vois. D'accord, mais pour comprendre comment on en est arrivé à un tel point de rupture, il faut replonger dans les origines de ce mariage de raison. Si on remonte le temps, on est en 1993. À l'époque, on joue sur Mega Drive et Super Nintendo. Ah, la belle époque des pixels. C'est ça. Et la sortie de FIFA International Soccer est un véritable raz-de-marée culturel. Le succès est fulgurant. Pour EA Sports, l'objectif est clair. Ils cherchent à reproduire le coup de maître qu'ils avaient déjà réalisé avec le football américain et la franchise Madden. Tout à fait. Ils ont la technologie, ils ont les équipes, mais leur manque l'autorité. Exactement. Et à ce moment-là, l'arrangement initial est d'une logique implacable des deux côtés. EA Sports est un développeur très ambitieux, mais qui a cruellement besoin d'une crédibilité mondiale incontestable pour imposer sa vision face à une concurrence féroce. Et c'est là que la FIFA intervient. Voilà, la FIFA leur offre cette aura de légitimité officielle, c'est le tampon d'approbation ultime. En échange, pour la fédération basée à Zurich, c'est probablement l'accord le plus rentable et le moins exigeant de toute son histoire. De l'argent gratuit, en gros. C'est la définition même du revenu passif. L'institution ne code pas une seule ligne de programme, elle déploie aucun investissement dans les serveurs, gère absolument aucune équipe de développement. Son seul effort, c'est d'autoriser l'impression de son logo sur une boîte en plastique. C'est quand même incroyable quand on y pense. Et en retour, elle encaisse un chèque de 150 millions de dollars chaque année. C'est une relation de pur confort. Et bon, cet équilibre tranquille, il pouvait pas durer éternellement. Et le point de bascule ne vient pas d'une salle de conseil d'administration, mais, de manière assez ironique, de l'intérieur même du jeu. Ouais, le fameux virage de 2009. C'est ça, tout change en 2009. C'est l'année de l'introduction d'un mode de jeu spécifique qui va littéralement tout dévorer sur son passage. FIFA Ultimate Team, ou FUT pour les intimes. Ce qui est fascinant ici, c'est la façon dont FUT a transformé un, on va dire, simple produit culturel annuel
en une véritable plateforme de service. C'est devenu une machine financière d'une puissance inouïe qui tourne 365 jours par an. Le modèle économique a complètement muté en fait. Complètement. Le concept repose sur une mécanique brillante et redoutable. C'est la collection de cartes virtuelles. Le principe, c'est d'inciter à dépenser de l'argent réel pour acheter des packs numériques au contenu totalement aléatoire. Et le but, c'est quoi? Juste avoir la meilleure équipe? C'est ça, tu espères débloquer les meilleurs footballeurs de la planète, avec des statistiques boostées, pour construire une équipe de rêve et affronter d'autres joueurs en ligne. L'impact psychologique de l'ouverture d'un pack, les lumières, le suspense, l'animation quand un grand joueur apparaît, ça crée une boucle d'engagement extrêmement forte. Et financièrement, c'est le jackpot? Vertigineux. Prenons du recul et regardons les chiffres de l'année fiscale 2025 d'Electronic Arts. L'entreprise affiche un chiffre d'affaires global d'environ 7,5 milliards de dollars. Ok, c'est énorme. Ouais. Et sur cette somme colossale, près de 4,4 milliards proviennent uniquement des contenus supplémentaires. Et sur ces 4,4 milliards, la moitié est générée presque exclusivement par ce mode Ultimate Team. Le jeu de base n'est plus le produit principal. Attends, c'est devenu juste une vitrine d'entrée pour la vraie boutique, c'est ça? Exactement. Non mais attends, je veux être bien sûr de saisir l'ampleur du truc là. On parle de milliards de dollars de bénéfices générés après l'achat initial du jeu, qui coûte déjà genre 70 ou 80 euros. Ouais, en plus du prix d'achat. C'est fou. Donc l'argent coulait à flot, les coffres de tout le monde débordaient. La logique voudrait qu'on protège cette poule aux œufs d'or à tout prix, non? Alors pourquoi la machine s'est-elle enrayée? S'agit-il d'une simple erreur de calcul basée sur l'avidité ou est-ce qu'il y avait une incompréhension fondamentale de ce qu'était devenu le produit? C'est la question centrale de cette affaire. La réalité, c'est que cette explosion spectaculaire des revenus a inévitablement réveillé l'appétit de la Fédération internationale. Nous sommes fin 2021. Les dirigeants de la FIFA regardent les bilans financiers publics d'IA. Qui sont accessibles à tous, évidemment. Mais oui, ils voient ces milliards s'accumuler trimestre après trimestre et font un calcul mathématique très basique. Ils se disent, bon, si IA gagne autant d'argent en utilisant notre nom, la part du gâteau qui nous revient est devenue ridiculement petite. Ils se sont sentis lésés, en fait. Totalement. Les 150 millions annuels, qui semblaient énormes dans les années 90, ne représentent soudainement plus qu'environ 2% du chiffre d'affaires global d'IA. Du coup, lors du renouvellement du contrat, la FIFA pose un ultimatum astronomique sur la table. Et cet ultimatum, il était de combien, en fait? Ils exigent 1 milliard de dollars par cycle de Coupe du Monde, donc tous les 4 ans. Waouh! Ouais, ça revient à demander une augmentation à plus de 250 millions de dollars annuels et avec des restrictions supplémentaires en plus. 1 milliard? Mais, enfin, quelle mouche les a piqués? S'ils savent pertinemment que c'est EA qui construit l'infrastructure, qui code le moteur physique, qui gère les serveurs et qui invente les modes de jeu, sur quoi ils se basent pour exiger une telle somme? Pensait-il vraiment qu'EA n'était qu'un simple prestataire remplaçable? C'est le cœur du problème. C'est l'arrogance institutionnelle. La FIFA souffrait du syndrome classique de la marque ultra-dominante. Ils étaient intimement convaincus que le succès du jeu reposait intégralement sur leur acronyme. Pour eux, l'équation était simple. Nous sommes le football. Sauf que le jeu vidéo, c'est un poil plus complexe qu'un simple logo. Exactement. Et en coulisses, il y avait un vrai choc des visions stratégiques. EA voulait étendre son empire. Il voulait emmener la franchise vers des droits numériques inédits, intégrer du streaming interactif, créer des tournois e-sport gigantesques, bref, construire un écosystème global qui dépassait largement le cadre d'un simple match de foot virtuel. Et la FIFA, j'imagine, voyait pas ça d'un très bon œil. Pas du tout. La FIFA restait une institution très bureaucratique, profondément conservatrice, qui refusait catégoriquement ces innovations. Il voulait garder un contrôle strict et exclusif sur le périmètre de la licence. Et face à ce mur de briques, EA ne cligne même pas des yeux. Le 10 mai 2022, le couperet tombe avec une froideur absolue. Un communiqué annonce que l'accord historique ne sera pas renouvelé. Un coup de tonnerre. C'est vertigineux, oui. Ouais. C'est comme si, reprenons mon idée de tout à l'heure, EA s'était soudainement rendu compte qu'il payait une fortune absolue simplement pour louer la facette d'un restaurant, juste pour garder l'enseigne lumineuse au-dessus de la porte. Ouais, c'est une très bonne image. Ils ont fait les comptes et se sont dit, bon, on va garder nos cuisines de pointe, nos chefs étoilés, nos recettes secrètes, on embarque tous nos ingrédients de qualité et on va littéralement ouvrir un nouveau restaurant de l'autre côté de la rue sous un nom différent.
Et cette stratégie, il faut bien comprendre qu'elle n'a pas été décidée du jour au lendemain. C'est le résultat d'une opération chirurgicale préparée de très longue date. EA a compris, bien avant la FIFA, que le logo n'était pas le produit. Ils avaient anticipé le coup. Exactement. Pendant que la fédération pensait détenir le pouvoir ultime, EA passait son temps à verrouiller frénétiquement tout ce qui importait réellement pour l'expérience utilisateur. Discrètement, au fil des années, l'éditeur a négocié et blindé des accords individuels fondamentaux, et le plus crucial d'entre eux, c'est la licence FIFPro. Alors ça, c'est un point technique qu'il faut vraiment éclaircir pour ceux qui nous écoutent, car c'est là que réside le génie de la manœuvre. La FIFPro, c'est quoi exactement dans ce contexte-là? La FIFPro, c'est le syndicat mondial des joueurs professionnels de football. En négociant directement avec eux, EA obtient le droit fondamental d'utiliser l'image, le visage et le vrai nom de plus de 20 000 joueurs réels. Ok, donc pas de fausses équipes avec des noms bizarres. Voilà, c'est la base absolue de l'authenticité. Ensuite, EA a signé des accords d'exclusivité directe avec les ligues les plus puissantes du monde. La Première Ligue anglaise, la Ligue espagnole, la Bundesliga allemande et bien sûr la Ligue des champions avec l'UEFA. Donc ils ont raflé toutes les compétitions que les gens regardent tous les week-ends. Tout à fait. Au total, ils ont sécurisé la présence de plus de 750 clubs officiels et numérisé plus de 120 stades mythiques. Le résultat, quand le divorce a été officiellement prononcé, la FIFA est repartie avec son nom institutionnel et le droit de faire des jeux exclusivement centrés sur sa propre Coupe du Monde. Rien d'autre. Une coquille vide en fait. Presque. Tout le reste, tout le tissu conjonctif du football mondial quotidien, ça appartenait à EA. Cela démontre une réalité implacable de l'économie numérique moderne. La propriété granulaire de l'infrastructure, c'est-à-dire l'accumulation de milliers de micro-licences combinées à une tech propriétaire, ça a totalement supplanté le prestige flottant d'une marque fêtière. Donc EA est parti avec la recette secrète sous le bras. Mais bon, on ne raille pas d'un trait de plume un nom ancré dans la culture populaire depuis 30 ans sans faire quelques vagues. Changer le nom d'un produit culturel aussi massif, c'est un pari industriel extrêmement risqué. Très risqué, ouais. Il y a eu des moments de doute. Comment le grand public a-t-il encaissé ce virage vers la nouvelle ère? Et surtout, qu'a fait la FIFA de son côté avec ces fameuses 4 lettres devenues orphelines? Faut être honnête, la transition n'a pas été un long fleuve tranquille pour EA. Les débuts ont même été marqués par de réelles turbulences. En 2023, la sortie du tout premier titre sous la nouvelle appellation eSports FC24 a enregistré une légère contraction des ventes physiques. Une baisse importante, hein? Une baisse d'environ 5% par rapport au dernier titre labellisé FIFA de l'année précédente. Le marché cherchait un peu ses repères. Mais c'est avec FC25, l'année suivante, que la situation s'est vraiment corsée. Le jeu a profondément déçu la communauté. Ah ouais, la presse n'a pas été tendre. Non, la réception critique a été singulièrement tiède, illustrée par un score métacritique bloqué à 76. Les joueurs historiques pointaient du doigt un moteur de collision frustrant, une intelligence artificielle erratique en défense et un manque d'innovation flagrant dans les modes hors ligne. Je me souviens, ça grognait pas mal sur les réseaux. La grogne montait, vraiment oui. Et dans la presse financière, certains analystes commençaient très sérieusement à se demander si EA n'avait pas péché par orgueil en sous-estimant l'impact psychologique de la perte du nom officiel. Sauf que l'industrie du jeu vidéo est résiliente et ils ont redressé la barre avec une force de frappe assez impressionnante. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Quand on analyse les chiffres du rebond avec eSports FC26, qui est sorti à l'automne 2025, c'est un triomphe absolu qui a fait taire tous les sceptiques. Les chiffres sont colossaux. On parle de 12 millions de copies vendues rien que sur le mois de lancement en octobre. Le score critique est remonté à 84, validant un vrai saut qualitatif dans le gameplay. Ils ont même fait exploser les compteurs sur PC avec un pic historique sur Steam à plus de 100 000 joueurs connectés simultanément en janvier 2026. Le rouleau compresseur est reparti. Voilà, la machine à cash est repartie à pleine vitesse, totalement et définitivement libérée de l'ombre de la FIFA. Et d'ailleurs, en parlant d'eux, la réaction de la fédération face à ce succès est tout bonnement lunaire. C'est le mot, oui. Petit retour en arrière. En 2022, juste après l'annonce de la rupture, le président de la FIFA, Gianni Infantino, bombait le torse devant la presse. Sa promesse était claire, je cite, « Le seul jeu authentique et réel qui portera le nom FIFA sera le meilleur disponible pour les joueurs. » Ils y croyaient dur comme fer. On s'attendait légitimement à une contre-attaque massive, à la création d'un studio de rêve ou un partenariat avec un géant de la tech pour sortir une simulation hyper réaliste capable d'écraser EA.
Et la dure réalité du développement technologique est venue percuter cette promesse de plein fouet. La fédération a brutalement découvert un secret de polichinelle de l'industrie. C'est physiquement et techniquement impossible de développer de zéro un jeu de sport de niveau AAA en 2 ou 3 ans. C'est un travail de titan. Absolument. Un tel projet requiert un moteur physique propriétaire perfectionné sur des décennies, comme le fameux moteur Frostbite d'EA, des années d'archives de capture de mouvement pour rendre les animations fluides, et une expertise phénoménale en IA pour coder le comportement de 22 joueurs sur un terrain virtuel. On claque pas des doigts pour pondre ça. Exactement. On ne peut pas simplement aligner des millions de dollars et espérer qu'un chef-d'œuvre sorte de terre. Résultat, ouf! La concrétisation de la grande promesse d'Infantino a fini par atterrir sur le marché en avril 2026. Son titre, FIFA Heroes. Je dois avouer que la première fois que j'ai vu passer l'information sur ce lancement, j'ai cru lire un article parodique. On est à des années-lumière d'une simulation sportive. Il s'agit d'un jeu gratuit, disponible sur téléphone mobile et PC, orienté vers de l'arcade pure et dure. Oui, on est très loin des pelouses de la vraie Coupe du Monde. Le concept, des matchs express en 5 contre 5 qui durent à peine 2 minutes. Et le casting, alors là, c'est la cerise sur le gâteau. Loin des vedettes du championnat anglais ou espagnol, le joueur se retrouve à déclencher des super-pouvoirs avec des figures mythologiques. On peut littéralement faire une passe en profondeur avec Thor, le dieu de la foudre, pour que Sun Wukong, le roi singe, aille marquer face à Zeus dans les buts. C'est assez ubuesque. Le grand écart avec la simulation tactique et méticuleuse proposée par l'ancien partenaire est monumental. C'est vrai, mais d'un point de vue purement analytique, faut quand même préciser que ce virage spectaculaire vers l'arcade et le marché mobile n'est pas forcément dénué de toute rationalité commerciale. Ah oui, tu trouves? L'écosystème du jeu mobile, avec ses microtransactions, c'est un marché gigantesque qui peut être extrêmement lucratif si on trouve la bonne formule pour devenir viral. Cependant, sur le plan strictement symbolique et de la guerre d'images, c'est un aveu de faiblesse fracassant. Ça fait pas très sérieux par rapport à ce qu'ils annonçaient. C'est l'acceptation publique, mondiale et définitive qu'ils sont technologiquement et structurellement incapables de rivaliser sur le terrain prestigieux de la simulation premium sur console de salon. Ils ont été contraints de se replier sur une niche de divertissement léger. La barrière à l'entrée pour concurrencer les milliers de développeurs de FC26 était tout simplement infranchissable pour eux. Le contraste final est donc total. D'un côté, EA bat ses propres records historiques, et de l'autre, la FIFA tente de séduire des joueurs sur smartphone avec des éclairs et des divinités. Mais attention, si Electronic Arts sort indiscutablement vainqueur sur le plan financier et technologique, ce divorce titanesque n'a pas été sans conséquence pour l'écosystème global. Loin de là, il y a eu beaucoup de secousses. Il a laissé de profondes cicatrices dans l'industrie et a surtout créé des appels d'air inattendus pour des acteurs qu'on croyait définitivement hors course. Le nom qui revient tout de suite en tête, c'est Konami, le grand rival japonais historique d'EA. C'est un retournement de situation très intéressant. Pendant près de 2 décennies, la franchise phare de Konami, Pro Evolution Soccer, ou PES pour les nostalgiques, s'est fait méthodiquement laminer par le rouleau compresseur marketing et technique d'EA. Ils étaient au fond du trou. Pour survivre, Konami a dû se réinventer complètement en abandonnant le modèle premium pour proposer eFootball. C'est une plateforme gratuite en ligne qui, après des débuts catastrophiques, truffés de bugs, a fini par trouver sa stabilité et son public. Et c'est là que ça devient ironique. Oui, c'est là que la géopolitique complexe de ce milieu devient fascinante. La FIFA, soudainement privée de sa rampe de lancement et sportive majeure avec EA, s'est pragmatiquement tournée vers son ancien ennemi. Konami a récupéré l'estampille officielle et la prestigieuse FIFA World Cup se joue désormais officiellement sur les serveurs d'eFootball. Nous avons donc un paysage mondial littéralement scindé en deux. EA détient le monopole de la simulation reine, l'immense majorité des joueurs et les ligues majeures, tandis que Konami s'empare du macaron officiel pour légitimer son circuit compétitif. Et si l'on relie cela à une perspective plus large, cette situation soulève un risque industriel et économique majeur. Le marché s'est extrêmement concentré au point d'atteindre une forme de rigidité. Tu crains pour l'innovation, c'est ça? C'est exactement ça. En perdant la contrainte absolue de devoir justifier le coût exorbitant de la licence FIFA et en n'ayant plus aucun concurrent direct sur le segment des consoles premium payantes, EA se retrouve de facto dans une position d'hégémonie absolue. Sans challenger, on s'endort. L'histoire de la tech nous montre systématiquement qu'une absence prolongée de pression concurrentielle finit toujours par étouffer l'innovation.
Sans rival féroce à terrasser ou licence coûteuse à rentabiliser, un géant comme EA pourrait très vite être tenté de réduire ses investissements de recherche, de recycler ses moteurs graphiques plus longtemps ou d'augmenter agressivement le prix de ses microtransactions. Parce qu'ils savent que les joueurs n'ont nulle part où aller. Exactement. Avec la certitude cynique que le joueur passionné n'a tout simplement pas d'alternative s'il veut un gameplay exigeant. Et justement, en parlant de microtransactions, cette position dominante absolue nous oblige à examiner factuellement la zone d'ombre de ce succès. Sans prendre de parti pris, il est impossible d'ignorer que le modèle économique qui a sauvé EA, cette fameuse machine à cash nommée Ultimate Team dont on a parlé, elle est de plus en plus visée par les régulateurs internationaux. C'est un sujet très brûlant en ce moment, hein. Ces mécaniques de collection, avec leurs animations conçues pour stimuler la dopamine, suscitent des questions très sérieuses sur leur nature réelle du point de vue de la loi. Les faits objectifs montrent une pression réglementaire croissante, ouais. Ce système de monétisation basé sur l'aléatoire est de plus en plus souvent assimilé par plusieurs juridictions européennes à des mécaniques non régulées de jeux de hasard. Le parallèle avec le casino, en gros. Montre les mêmes leviers psychologiques qu'une machine à sous. La Belgique, pionnière sur le sujet, a été très claire. La vente de ces packs payants y est strictement interdite depuis 2018. C'est une vraie épine dans le pied pour EA. Et ça s'étend. Des enquêtes institutionnelles de grande envergure sont actuellement menées par les autorités de régulation en France et en Espagne pour statuer sur la classification de ces produits. Donc pour EA, c'est une immense victoire comptable qui a permis d'absorber la perte de la FIFA, c'est indéniable. Mais c'est un modèle d'affaires qui opère désormais sous une vraie épée de Damoclès réglementaire. Et en plus de la justice, il y a une partie de la communauté qui, par ailleurs, ne se prive pas de faire entendre son mécontentement sur un autre front. Les puristes soulèvent un argument implacable. Les calculs sont simples. EA économise désormais au bas mot 500 millions de dollars de frais de licence chaque année. Forcément, ça fait des envieux. Les joueurs historiques s'attendaient logiquement à ce que cette manne financière gigantesque soit réinvestie dans l'amélioration globale du jeu, et notamment dans le fameux mode carrière solo très prisé par ceux qui refusent le modèle en ligne d'Ultimate Team. Ce qui n'a pas été vraiment le cas. Non, la réalité du terrain avec FC26 est assez cruelle. Ce mode hors ligne reste perçu par la base de fans comme stagnant, buggé et tragiquement sous-financé en comparaison des ressources allouées à la monétisation. La frustration est palpable. Le divorce a bénéficié aux marges opérationnelles d'IA, mais l'expérience solitaire du joueur, elle, n'a pas vu la couleur de ces millions économisés. C'est un peu le revers de la médaille de leur succès financier. Ce qui m'amène à me poser une question fondamentale. Au milieu de cette bataille d'ego et de milliards, qui perd vraiment au change ? Ce ne sera assurément pas EA, dont les actions se portent très bien en bourse, ni la FIFA, dont les réserves financières restent abyssales. Les deux institutions s'adapteront à cette nouvelle normalité, ça c'est sûr. Le vrai perdant, c'est sans conteste l'amateur de football virtuel, celui qui cherchait juste à vibrer devant son écran. Imaginons l'échéance majeure qui se profile, la Coupe du Monde 2026, organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique. L'événement mondial par excellence. Ça sera l'événement sportif le plus retentissant et le plus regardé de la décennie. Eh bien, pour la toute première fois depuis l'été 1993, le passionné qui vibrera devant les hymnes nationaux à la télé et qui voudra prolonger cette magie en allumant sa console de salon n'aura absolument aucune option cohérente. C'est la fin d'une tradition pour beaucoup de joueurs. S'il veut retrouver l'ambiance authentique, les habillages officiels et la marque du tournoi, on lui proposera un jeu d'arcade sur mobile avec des héros mythologiques. Et s'il veut la profondeur d'une véritable simulation premium, il jouera à FC26, mais de manière clinique, sans le nom de la compétition, sans les couleurs officielles et sans le vrai trophée à soulever. Le lien émotionnel est complètement brisé. C'est un constat amer, c'est vrai, mais qui résume parfaitement la situation du marché actuel. D'un point de vue purement stratégique, EA a donné une véritable leçon au monde des affaires. L'éditeur a eu l'audace et la lucidité d'analyser froidement la donnée, réalisant que l'attachement viscéral du public se nichait dans l'authenticité granulaire des détails. La vraie sensation du foot, quoi. Institution mondiale qui édicte les lois du sport. Et de son côté, la fédération a appris, au prix fort, qu'un prestige historique, aussi universel et respecté soit-il, ne suffit pas à coder l'intelligence artificielle d'un gardien de but, ni à simuler la trajectoire balistique d'un ballon sous la pluie. L'expertise technologique ne s'achète pas avec un simple nom. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au final ? Nous sommes partis de l'image d'un groupe de rock qui expulse son chanteur principal pour finalement réaliser que c'était les techniciens et les musiciens de l'ombre qui faisaient réellement danser la foule depuis toutes ces années. C'est une belle conclusion.
Ce divorce fracassant, cette rupture évaluée à plus de 20 milliards de dollars, ça ne fait pas que tourner une page de l'histoire du jeu vidéo, ça redéfinit entièrement la notion de création de valeur et de pouvoir dans l'économie numérique et le divertissement moderne. Et cela nous laisse, en refermant ce dossier, avec une pensée beaucoup plus large à ruminer. On t'écoute. Si une marque séculaire, mondialement vénérée, et que le monde entier croyait absolument intouchable, comme la FIFA, c'est finalement avéré tristement dispensable face à la solidité d'une infrastructure technologique et d'une expérience utilisateur. Oui, ça pose question. Quelles autres immenses marques géantes, aujourd'hui confortablement installées dans la tech, la mode ou le divertissement, surestiment actuellement leur propre valeur dans les partenariats qu'elles nouent? Sont-elles prêtes, elles aussi, à se réveiller un beau matin et à découvrir avec la même brutalité que le public a changé d'allégeance et qu'il suit désormais le produit et non plus le logo gravé au-dessus de la porte du restaurant? Une question vertigineuse qui, vu la vitesse implacable à laquelle notre industrie évolue, ne tardera certainement pas à trouver de nouvelles réponses.